Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 29e rendez-vous de la COP éducative Brésil. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir Marc Audou qui va nous parler de enseigner avec le numérique, considération pédagogique générale. Donc je vais laisser Adriana Daventure, l'attachée de coopération pour le français à Rio, au consulat de Rio, présenter un peu plus Marc. Pour ma part, je suis Marjorie Pont, je suis chargée des certifications et des formations à l'ambassade de France à Brasilia. Je suis accompagnée aujourd'hui de Valdemar Oliveira, là pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est un des animateurs IF Prof Brésil. Et avant de laisser la parole à Adriana, je tenais à vous rappeler que pour l'obtention du certificat, vous devez laisser votre caméra allumée du début jusqu'à la fin du webinaire. Vous devez également vous renommer afin que votre nom et prénom apparaissent intégralement. Et soyez attentifs puisqu'à la fin du webinaire, Valdemar va vous communiquer un mot mystère que vous devrez indiquer sur l'enquête de satisfaction. Ce mot mystère est nécessaire pour l'obtention du certificat. Comme demandé Aline tout à l'heure, pour le webinaire en soi, il durera comme d'habitude plus ou moins 40 minutes et un temps d'échange sera consacré à la fin du webinaire. Mais comme le disait Marc tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de Marc et Marc il pourra y répondre au fur et à mesure aussi. Je crois que j'ai fait le tour des petits points. Je voulais aussi vous dire que ce webinaire s'inscrit dans Novembre numérique. Cette année 2020, c'est la 3e édition de Novembre numérique qui a été créée donc en 2019. Voilà, Novembre numérique, ça permet de parler du numérique et ici dans la COP éducative Brésil, on a décidé que les webinaires du mois de novembre allaient s'inscrire dans cette thématique. Donc n'hésitez pas à aller sur IF Prof Brésil. Et alors, je vous salue depuis Rio de Janeiro. Donc là, on passe de Brésil à Rio de Janeiro et nous avons là des participants de tout le Brésil. On voit la Roumanie, on voit l'Argentine, on voit plein de professeurs qui font partie des IFProf, d'un réseau très grand d'enseignants, des professeurs de français. Et nous avons fermé la semaine dernière Meu Festivalzinho, donc le mois d'octobre est dédié donc au jeune public et au public scolaire avec Bernard Dufeu qui est là avec nous, mais là, c'est un participant. Ça change tout. Il participe. Et nous ouvrons Novembre numérique avec Marc Audou, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Pourquoi Marc Audou? Parce que ouvrir Novembre numérique, il est important de l'ouvrir avec quelqu'un qui soit un spécialiste du numérique, mais quelqu'un aussi qui soit conscient de ce que c'est que le numérique comme outil en éducation. Et il est très important pour nous tous d'être responsables de l'usage du numérique, qu'on sache pourquoi, comment et à quel moment l'utiliser. Et justement, nous sommes responsables, nous sommes professeurs, nous sommes enseignants et nous avons un rôle dans la société qui est très important. Nous avons le rôle de former des futurs citoyens. Et donc là, je souhaite la bienvenue à Marc. Et voilà, il va maintenant nous animer ce webinaire où nous sommes tous ravis d'y participer. À toi, Marc, bon. Dans l'autre bout du monde. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour à tous et à toutes. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, le titre de ce webinaire est « Enseigner avec le numérique, considération pédagogique générale ». Alors, je dis général parce que ça va être vraiment des choses qu'il faut connaître, bon, qui sont, on va dire, entre guillemets, basiques quand on s'intéresse au numérique. Je remercie Adrien Daventure, je remercie Marjorie, je remercie l'Institut français, le SCAC, etc., pour avoir invité à ce webinaire et pouvoir parler de ce thème. Donc, je continue. Voilà, alors je commence par cette image. Alors, donc je mettrai des codes QR également sur les diapos. Alors, les codes QR, si vous avez un smartphone, vous pouvez les scanner et ça vous donne accès soit à une vidéo, comme c'est dans le cas ici, soit à des exercices, quelques exercices que nous verrons par la suite. Donc, utilisez déjà le scan, ce serait intéressant d'utiliser pour suivre en même temps le webinaire. Voici, alors, c'est intéressant, cette image est intéressante, c'est les bébés orang-outans qui utilisent les iPads. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Alors, s'il suffit d'être un être vivant né à l'époque du numérique
et savoir utiliser les applications numériques, on peut dire que les orang-outans sont aussi des digital natives. Vous savez, on a beaucoup entendu parler des digital natives, c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec le numérique. Donc, on peut considérer qu'aussi les orang-outans utilisent le numérique. Alors, bien sûr, ici, ça fait appel à la notion d'usage du numérique. Alors, les usages sont variés. Bien sûr, les orang-outans, ce qu'ils font ici, c'est dessiner avec les doigts. On va essayer de faire en sorte qu'ils puissent même communiquer entre eux d'une région à l'autre. Donc, c'est un projet avec les orang-outans. Voilà. Alors, et les adolescents. Alors, si on parle des adolescents, parce que c'est toujours, bon, les enseignants disent, oui, les adolescents en savent beaucoup, etc. Moi, par rapport à eux, j'en sais pas trop. Alors, il faut voir que les adolescents, ils connaissent certaines applications, certains usages. Ils utilisent le numérique pour certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, les jeux. Bon, bien sûr, si ça fait des heures qu'ils jouent avec un jeu, ils le connaissent très bien. Les réseaux sociaux aussi, c'est pareil, ils s'en connaissent certains très bien. Mais vous, enseignants, tout ce qui est usage pédagogique, c'est vous qui en savez le plus. C'est-à-dire tout ce qui est outils à usage pédagogique, c'est vous, bien sûr, qui avez le plus de connaissances là-dessus. Alors, j'ai vu ça en classe, demander à un élève d'ouvrir le Drive et de partager un Google Doc. S'il n'a pas été formé auparavant avec ça, il ne va pas savoir comment faire. Donc, c'est pas parce qu'on parle de digital native, etc., qu'eux, ils sont vraiment supérieurs à nous là-dessus. Pas du tout. Hein. On a tous été immergés en même temps dans le numérique, qu'on soit bébé, jeune ou âgé. Donc, ça, voilà, je voulais souligner déjà cette notion-là importante pour ne pas se sentir justement complexé par rapport à ceux qui sont nés avec le numérique, mais qui ne sont pas enseignants pour autant. Donc, je continue. Alors ici, alors vous avez une application. Alors, ce que je vais faire durant le webinaire, c'est vous donner quelques applications utiles. Ici, nous avons menti.com, peut-être que certains le connaissent. Donc là, vous allez aller sur menti.com ou bien vous pouvez scanner le code. Alors, vous allez sur menti.com et vous mettez le code qui est à côté ici. Vous voyez le code, vous le voyez 74 64 027. Et vous allez répondre à la question « À quel mot associez-vous enseigner avec le numérique ?» D'accord? Donc, vous allez sur menti.com ou si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi scanner le code qui est au milieu ici et vous allez mettre 2 mots. Vous mettez 2 mots. Donc, moi, ce que je fais, par exemple ici, pour vérifier si certains le font, voilà. Donc, ici, j'ai des réponses en direct, vous voyez? Donc, j'ai des réponses en direct. Donc, je lis digital, en ligne, connexion, technologie, futur. Donc là, c'est vous qui répondez en direct ici. Donc ça, c'est un outil intéressant pour faire travailler vos étudiants en direct, même à distance. Donc, vous avez ici un outil qui vous permet d'avoir des nuages de mots, des textes, etc. en direct. Donc, voilà, donc créativité. Donc, vous continuez à répondre durant le webinaire. On regardera ça. Je ferai une capture d'écran à la fin. Pendant ce temps, je continue. Voilà. Donc, alors ça, c'est aussi, je vais vous donner quelques images, dessins pour qu'on réfléchisse ensemble, pour qu'on puisse voir ça ensemble. Voici un dessin intéressant. Vous voyez, vous avez l'enseignant ici. Donc là, on est dans le style, on est dans le style traditionnel de l'apprentissage. Vous avez ici l'enseignant qui donne des livres. Il met des livres dans une machine. Vous avez un autre élève qui triture. Et donc l'objectif, c'est que les élèves apprennent quelque chose grâce à ce système très sophistiqué. Vous voyez, ils ont des électrodes sur la tête qui va leur permettre donc de connaître ce que dit l'enseignant, d'enregistrer ce que dit l'enseignant. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence ici au style traditionnel de l'apprentissage, c'est-à-dire l'enseignant, traditionnellement, ce que fait l'enseignant, c'est qu'il parle, d'accord? L'enseignant parle, il parle, dans l'espoir ou dans le but que les élèves apprennent quelque chose. Donc ça, c'est le style traditionnel, on va dire même le style conférence. Donc l'enseignant, ce qu'il fait, il donne une information et en donnant cette information, en ayant un discours, donc sur cette information, un discours pédagogique, on espère, l'apprenant va apprendre quelque chose. Mais est-ce que réellement il apprend quelque chose? Alors moi, je donne une anecdote à ce sujet, c'est que nous sommes tous, moi j'ai appris à être un professionnel du faire semblant d'écouter. C'est-à-dire quand j'étais déjà dès le collège, je savais comment faire pour faire croire à mon professeur que j'étais en train d'écouter. Je regardais ce que je faisais, je regardais comme ça attentivement,
ça. Et quand je sentais qu'il avait quelque chose de très intéressant à dire, je faisais ça. Vous voyez, je hochais la tête. Mais moi, ce que je fais, voilà, je hochais la tête, mais moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'étais en train de penser à la récréation, aux vacances, etc. Donc, voilà, on est habitué, vraiment, et les adultes, c'est encore plus, hein, c'est-à-dire, plus on est à l'âge adulte, alors là, on est des super pros du faire semblant d'écouter. Hein. On est capable de faire croire qu'on écoute, alors qu'on n'écoute pas, on est ailleurs. Donc, il y a d'une part ici l'autosatisfaction de l'enseignant qui pense qu'il est écouté, voilà, et la paix intérieure de l'apprenant qui, en fait, peut être ailleurs. Donc, il peut rêver, il peut faire ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas savoir exactement si l'apprenant est en train d'apprendre quelque chose. Et par rapport à ce thème, je m'intéresse beaucoup au thème de la classe inversée. Et avec la classe inversée, on peut justement avoir des traces d'apprentissage en direct durant le cours, mais là, je ne suis pas ici pour en parler. Mais là, voici le style, on va dire le style traditionnel, le style conférence. Alors, je continue. Donc, c'est pour parler ensuite de l'information. Alors, voici une autre image intéressante. Donc, l'accès à l'information, c'est-à-dire l'information, auparavant, l'image précédente, l'information n'était pas accessible par les étudiants, par les élèves. Et aujourd'hui, on voit que l'information est accessible partout et pour tout le monde en même temps. Et vous avez un exemple ici d'une maîtresse qui écrit au tableau. Et les élèves derrière disent « Maîtresse, Wikipédia dit que non. » Et elle a peur, la maîtresse. Elle a peur, elle dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils en savent plus que moi, là. » Mais voilà. Donc, est-ce que là… Alors, là, j'ai une question à poser sur le chat, là, si vous voulez bien répondre. Est-ce que vous pensez que la maîtresse a raison d'avoir peur? Est-ce que sa peur vous la jugez valide? S'il y en a qui peuvent répondre. Donc, moi, pendant ce temps-là, je peux dire une chose, c'est que j'ai un exemple. Quand j'étais en Turquie en tant que conseiller responsable pédagogique, conseiller TIS, je vais voir une enseignante, elle enseignait la chimie, et elle était en train de parler des chromosomes, etc., quelque chose de chimique. Et je regarde sur Google et je vois la vidéo de ce qu'elle était en train d'enseigner. Je vois ce qu'elle était en train de dire, je voyais que c'était une vidéo déjà. Et moi, je lui dis, mais ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de leur dire ce que tu es en train de dire, là, tu peux leur donner la vidéo, tu peux leur donner à voir la vidéo en classe. Et sa réaction a été celle-ci. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Et moi, à quoi je sers ?» Voilà. « Et moi, à quoi je sers ?» Alors bien sûr, à rien si elle se contente de lire son texte. Vous comprenez? Quelqu'un qui se contente de lire des informations qui sont partout. L'enseignant, l'utilité de l'enseignant est beaucoup moindre à ce moment-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que maintenant, l'enseignant de se transformer en guide, en accompagnateur du savoir. Que l'enseignant, son objectif maintenant, c'est de construire un dispositif d'apprentissage, plutôt que de donner son cours et parler, et d'envoyer ensuite les élèves faire les devoirs. Non, le professeur n'est pas le détenteur de toutes les connaissances, il apprend avec les élèves aussi, très bien, oui. S'il ne se sent pas bien préparé, oui. Donc là, j'ai des remarques intéressantes. Non, il y a quantité d'informations sur elle, mais ça ne suffit pas de qualité. Alors, moi je dirais que sa peur peut être justifiée si tout son cours se fonde sur de la lecture d'informations. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tout son cours se fonde sur la lecture d'informations, sa peur est justifiée, puisque on donne ça à lire, et sa présence n'est pas utile pour lire. Vous comprenez? Tandis que si elle met en place, moi par exemple, un excellent professeur d'histoire d'université, il peut me donner son texte d'histoire à lire. Je ne suis pas prof d'histoire. S'il est très bon, je le lis, je donne la conférence, je lis ce texte, et tout le monde va croire que je suis le professeur d'histoire. Vous comprenez? Donc, mais si, par exemple, on me demande de mettre en place un dispositif d'apprentissage où je vais faire travailler les élèves par groupe, etc., pour qu'ils puissent simuler un contexte historique en ayant des rôles historiques, etc., là, il faut que j'aide des élèves, il faut que je sois vraiment historien, sinon je ne vais pas pouvoir les aider. Non, c'est vrai, accessible à tous, mais c'est l'ancien se l'approprier, de transmettre, Très bien, oui, ça c'est voilà. Il faut le contextualiser, l'organiser, le simplifier, oui. Donc ça, c'est de la pédagogie. On est d'accord. Bien, je continue, sinon, je vais pas avoir assez de temps. Alors, voici une nouvelle diapo. Alors, parlant de numérique, on parle d'outils numériques.
Donc la question ici par rapport à ce dessin, donc avoir de nouveaux outils est suffisant. Vous voyez, à votre gauche, il y a une dame qui a un aspirateur, c'est un nouvel outil. Et à droite, c'est la... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cherchez l'erreur. Est-ce que quelqu'un peut me trouver l'erreur de ce dessin? Si vous pouvez mettre la réponse sur le chat. Regardez bien ce dessin, il y a quelque chose qui cloche. Elle a un nouvel outil, l'aspirateur, mais très bien, voilà. Emmanuel a répondu, l'aspirateur n'est pas branché. Ah oui, regardez. Donc, à quoi ça sert d'avoir un aspirateur qui n'est pas branché? Donc, c'est-à-dire, elle a un nouvel outil, cette dame a un nouvel outil, et elle fait, c'est encore plus dur avec elle, avec ce nouvel outil qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas s'en servir. Donc, ici, ça signifie que inutile d'avoir de nouveaux outils très beaux, très sophistiqués, si on n'a pas eu la formation derrière. Et ça peut même être pire. C'est-à-dire, si vous avez un nouvel outil, vous l'utilisez mal, vous pouvez faire même pire qu'avant, comme dans l'image ici. Donc voilà, donc là j'ai mis ici deux garçons, vous voyez, le garçon ici qui tape le tapis avec l'aspirateur, donc l'outil est vraiment très mal utilisé. Alors, ce n'est pas branché, voilà, on l'a vu. Je continue. Donc là j'ai regardé une vidéo justement de Marcel Lebrun, que j'aime beaucoup, qui est un pédagogue belge qui travaille à l'université de Louvain, qui dit ceci, donc il cite quelqu'un qui dit « Un bon enseignant à distance est d'abord un bon enseignant, point ». Donc ça signifie quoi? Ça signifie que un enseignant, par définition, c'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est lié à la pédagogie, quelqu'un qui utilise la pédagogie, qui didactise des documents, etc., qui fait passer le savoir savant au savoir enseigné, donc c'est la didactique, la pédagogie. Et dans le dessin ici à droite, vous avez une caricature, donc de quelqu'un qui dit une caricature dans un dessin. Donc si on n'a pas la formation pédagogique, on n'est pas véritablement enseignant. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le thème de la pédagogie. C'est-à-dire, si vous utilisez du numérique sans pédagogie, ça ne sert à rien. Ce qui compte, quand vous utilisez un outil numérique, c'est votre intention pédagogique. Voilà. Quand vous utilisez un outil numérique, ce qui est au-dessus de cet outil, c'est vos intentions pédagogiques. Je continue. Alors ici, voilà. Quelques questions simples à se poser, mais essentielles quand on veut intégrer le numérique. Alors, j'en ai mis 4, regardez. Donc, c'est pourquoi, avec quoi, comment et quand. Alors, quand on veut utiliser du numérique, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi on veut utiliser du numérique? Donc, informer, présenter, collaborer, évaluer. Donc, déjà, ça, il faut savoir pourquoi on veut, quel est l'objectif de l'utilisation d'un outil numérique. Ensuite, une fois qu'on a répondu au pourquoi, avec quoi? Donc là, vous avez des outils, par exemple, collaborer, donc vous avez différents outils pour collaborer, évaluer, vous avez différents outils pour évaluer. Il y en a peut-être qui connaissent Learning Apps, qui est un outil très intéressant pour faire des activités en ligne. Donc voilà, vous avez des plateformes, etc. Donc certains ont accès à des plateformes. Après, vous avez avec quoi? Comment? Alors comment? C'est la mise en œuvre, c'est-à-dire la préparation numérique. C'est très important, la préparation numérique. Très important. La préparation numérique, c'est parfois tout simple. C'est ce que j'ai fait là, c'est ouvrir des fenêtres, préparer les fenêtres, préparer les questions, être sûr que, par exemple, que ça va pouvoir être vu très vite. Ne pas chercher devant les élèves, parce que ça aussi, j'en ai vu des exemples où le professeur avait préparé une activité et devant la classe, il prend 5, 10 minutes, 15 minutes pour montrer son activité parce qu'il n'a pas préparé en amont son activité, il n'a pas mis en place. Donc ça fait perdre du temps, etc. Et donc bien sûr, quand, c'est le classique, c'est avant le cours, pendant le cours ou après le cours. Après le cours, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Voilà, donc ça, ce sont des questions, je pense, basiques qu'il faut se poser quand on veut mettre en place une pédagogie numérique. Donc, je continue. Alors, autre chose très intéressante, ici, c'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle SAMR. Le modèle SAMR
est assez connu des personnes qui s'intéressent donc au numérique, la pédagogie du numérique, et qui creusent un peu le thème. Donc pourquoi SAMR? S comme substitution, A augmentation, M modification, R redéfinition. D'accord? Donc vous voyez ici que tout à fait à gauche, vous n'avez pas de numérique. Et plus on avance, plus on approfondit, c'est-à-dire plus on avance et plus on fait des choses qui vont permettre de transformer. Regardez tout en bas, vous avez transformation. D'accord? Donc l'objectif, c'est de transformer ces pratiques via le numérique. Vous avez tout d'abord, donc, avec la substitution, l'augmentation, vous avez donc une amélioration de vos pratiques. Par exemple, la substitution, c'est par exemple le fait d'afficher, au lieu de montrer un texte sur du papier, vous projetez le texte sur l'écran avec l'ordinateur. Voilà, ça c'est, voilà. On utilise l'outil, mais bon, on fait rien de nouveau avec. D'accord? Voilà. Et plus on va à droite, plus on va vers une modification de ces pratiques via le numérique. Vous avez l'augmentation. Donc là, ici, par l'augmentation, je mettrai l'écran d'après, vous verrez. Et la modification, la redéfinition. Donc en fait, l'objectif, c'est bien sûr, c'est de ne pas faire la même chose avec d'autres outils, mais redéfinir ces parties de classe avec le numérique. Et donc, le but final, c'est d'arriver vers une redéfinition de ces pratiques pédagogiques via le numérique. Donc, voilà ici, donc vous avez des exemples. Voilà, substitution, c'est par exemple, là, vous avez un exemple ici, utiliser un traitement de texte au lieu d'un crayon pour écrire. Bon, ça, c'est substitution. Substitution, pardon, augmentation. Voilà, on propose des corrections instantanées grâce à l'outil Word, par exemple. Alors, modification, c'est là que ça devient intéressant. On va ajouter de l'audio, etc., la production écrite, qu'on va pouvoir partager ensuite avec d'autres. Et la redéfinition, c'est qu'un exemple, la redéfinition, c'est par exemple ce qu'on appelle le travail collaboratif en ligne. Donc là, on ne pouvait pas faire ça avant. Et aussi, on va pouvoir s'entraider à distance. Donc ça, ici, on est en train de redéfinir ces pratiques via le numérique. Voilà, donc de toute façon, vous aurez aussi la diapositive ensuite. Ça va? Ça va? Voilà. Alors, une autre diapo. Alors, j'ai mis pour titre « La recherche de l'effet wow ne doit pas se substituer à l'apprentissage ». Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on peut avoir les plus beaux outils qu'on veut, si on ne sait pas quoi faire avec, ça ne sert à rien. Et de plus, ne pas abuser non plus. Je me rappelle de cette enseignante aussi à Istanbul qui faisait du Kahoot. Je pense que tout le monde, enfin maintenant on connaît Kahoot, ce sont des quiz en ligne. Et elle me disait, ils veulent tous du Kahoot maintenant, tout le temps. Je suis ah bon Et puis alors je suis passé dans sa classe, elle met un Kahoot avec des questions sur le cours. Et en fait, je me suis rendu compte que pour être premier dans le Kahoot, parce que Kahoot, il faut répondre très vite si on veut être le premier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il lisait presque pas les questions. C'est-à-dire, il y avait ce qu'il faisait souvent, c'est répondre au hasard et intuitivement, il disait tiens, ça doit être le 2, ça doit être le 3. Donc, il n'apprenait plus rien à la fin. C'est-à-dire que là, c'était devenu un outil ludique. Je suis pas contre le fait que ce soit amusant, hein, je suis pas contre. Mais si c'est que amusant, il n'y a plus d'apprentissage. À un moment donné, l'apprentissage se réduit à presque rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, même si vous pouvez faire, si vous voulez utiliser des lunettes 3D, mais que vous ne savez pas comment faire pour votre cours, ça ne sert à rien. Donc, le numérique, pour dire en une phrase, le numérique doit faciliter votre apprentissage. Si le numérique le complique, non. Donc, je répète, le numérique doit faciliter votre apprentissage. Ça, c'est une des bases. D'accord ? Pas la peine d'essayer d'utiliser de beaux outils pour faire bien. Et puis non, vous pouvez vous y perdre et faire perdre du temps à vos élèves parfois. Alors quelques applications. Donc là, j'ai créé une carte mentale. Je pense qu'on va vous laisser le lien aussi. Donc là, ce sont des applications par objectif pédagogique. Donc j'ai fait une carte mentale. Donc il y a pas mal d'applications ici classées par thème. Vous avez la collaboration, le thème de la collaboration, l'évaluation et la production de la création. Donc vous avez différents outils.
Maintenant, je pense que maintenant tout le monde connaît Google Doc, hein, Google Slide peut-être en ligne. Alors, par exemple, collaboration. Alors la collaboration, c'est pour celui-ci Google Doc. Vous pouvez collaborer en ligne à distance, vous le savez, avec Google Doc. Google Slides, c'est de faire des diapositives, des présentations collaboratives en ligne. Il est très bien le Google Slide. Je vous le conseille. Bon, ça, c'est une sorte de plateforme. Google Classroom est très bien gratuite pour les enseignants et pour tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement en ligne, c'est très bien. Padlet, donc c'est un mur virtuel, je vais pas tous les faire. Hein. Donc, Learning Apps, c'est des exercices interactifs en ligne, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent en faire, etc. Donc, vous verrez la carte mentale, vous avez ici les liens et en bas, vous avez des tutoriels pour savoir les utiliser ensuite. Vous avez aussi donc Pixton. Alors vous avez Pixton, c'est pour créer des bandes dessinées. Ça, je trouve ça très bien. Pixton. Allez-y, c'est très intéressant. De toute façon, on vous laissera la carte plus là. Voilà. Bon, alors moi j'ai décidé de faire un petit contrôle surprise. Moi depuis tout petit, j'adore ça. J'avais un prof, je me souviens, il nous disait. Alors on avait deux types de profs. Alors, vous pouvez aller sur kahoot.it, s'il vous plaît. Ou vous pouvez scanner aussi. Moi, j'avais un prof, il nous disait rien. C'était vraiment le contrôle de surprise avec lui. On arrivait en classe, il nous disait, allez hop, fermez vos cartables, pliez vos cartables, fermez vos cahiers, contrôle de surprise. Là, c'était vraiment le contrôle de surprise. Par contre, il y en avait d'autres, c'était dans une semaine, vous aurez un contrôle de surprise. Donc ça, c'était différent quand même. Voilà. Bon, c'est pour savoir ceux qui ont suivi là. Voilà, on a plein d'un. Je vais attendre 30 secondes de plus, puis après on commence. Ça, c'est vraiment un outil très pratique. Regardez, là, je peux l'utiliser. Je suis loin, je peux en faire un. Donc, maintenant, il est connu. Hein, c'est pas comme au début où on découvrait, là, on connaît. 20, 21, 22. Bon. Je lance. Il n'y arrive pas peut-être. Bon, je lance. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous pouvez le faire de tête, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, je commence. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, quand même. Alors, pour du travail collaboratif en ligne, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors ça, je l'ai dit juste avant. Facile. Alors, il y avait deux bonnes réponses. Hein. Bravo, Google Doc et Google Slides. Voilà, je venais de le dire juste avant. Ensuite, alors, Raquel est la première. Brenda, la deuxième. Voilà, je continue. Vous voyez, ça classe aussi suivant la vitesse à laquelle on répond. À quelle question répond la phase de préparation numérique? C'était 2 diapos avant. Voilà, comment? La question comment? Bravo, alors on continue, on va voir qui est. Raquel encore première, non? Élise, ah ben, tout a changé. Hein. Élise et Tatiana. Bon, c'est très serré, hein, attention. Il y a 4 questions. Hein. Troisième. Alors, suivant le modèle SAMR, le niveau le plus haut d'intégration numérique est. Le plus haut. La redéfinition. Hein. C'est-à-dire, vraiment, l'objectif final, c'est de redéfinir ces pratiques via le numérique. Alors, on continue.
Clarissa, Élise, la première. Et la dernière question. Suivant le modèle SMR, le niveau le plus bas d'intégration numérique est... La substitution, voilà. C'est-à-dire que ça ne change rien. Parce que vous faites pareil avec du numérique. Donc, c'est pareil. Qui a gagné? Adeline, troisième. Deuxième, Clarissa. Et première. Attention. Élise, bravo Élise. Oh, Élise est très forte, hein. Très bien, merci d'être passé sur notre émission. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon, j'arrête là, c'est bon. Ok. Alors, je reviens sur mon diapo. C'est là, ok. Vous voyez, bon, c'est amusant. Alors, il faudrait voir peut-être Adriana pour la gagnante. Bon, alors ici, après ce petit chaos de révision, je voudrais parler de la notion de contrat didactique numérique. Donc ici, je vais vous demander, donc vous avez toujours pareil, vous avez donc soit le scan avec le code QR, le lien que j'ai mis ici, que va vous donner aussi mon collègue. Alors je regarde si le lien est donné. Ok. En fait, ici, le contrat didactique, c'est vraiment... Alors, je continue ici. Vous allez voir, à partir du lien, je vais vous demander de remplir. Donc. Il y a deux colonnes. En fait, il n'y a pas deux colonnes. Ça va être en haut et en bas. Donc, je m'engage à... Donc ça va être du côté enseignant. Et aux apprenants, on leur demande deux. D'accord? Je vous demande deux. Donc voilà, c'est vraiment le contrat didactique numérique basique. Alors, à quoi sert le contrat didactique numérique? Donc, il sert à donner des repères, d'accord? À donner des repères, à donner des règles de vie, à bien expliciter aux apprenants ce qu'on attend d'eux. Voilà, et ce qu'on va leur donner. Alors, je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que lors de ma dernière mission en Haïti, en tant que directeur des cours, on avait travaillé beaucoup sur WhatsApp. Et je pense qu'en Brésil, on travaille aussi beaucoup avec WhatsApp. Je vais mettre ici. Voilà. Oui, c'est ça. Normalement, ici, je dois avoir des choses qui s'écrivent ici petit à petit. Si les gens se connectent. Donc, j'étais sur WhatsApp. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on me disait, donc ça se passait bien, mais on me disait, oui, mais les étudiants me demandent, même le week-end, ils m'appellent, ils me posent des questions après le cours, il y en a qui arrivent en retard, comment je fais? Alors, vous avez un groupe de 20 sur WhatsApp ou sur un autre outil numérique, de telle heure à telle heure, d'accord? Ils doivent être présents en ligne. Ils me disaient, comment je fais? Il y en a 20 minutes après, il n'y en avait que 10. Il en manquait 10. Je dis, mais c'est pas grave, il faut commencer le cours à l'heure. Il faut faire comme si vous alliez en classe, en présentiel. C'est-à-dire, même quand c'est à distance, vous commencez le cours à l'heure. Parce que si les 10 qui ne sont pas venus 20 minutes après, vous leur permettez de venir 20 minutes en retard, donc déjà, ça laisse ceux qui sont arrivés à l'heure, et la prochaine fois, ils vont arriver en retard encore. Donc, il faut donner le pli, on va dire, entre guillemets, même en ligne. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas la porte qui s'ouvre, on ne dit pas bonjour, on entre en classe, c'est pareil. Donc ça, il faut bien être clair là-dessus avec eux. Sinon, vous allez être débordé. Et aussi, donc, il faut... voilà. Il faut aussi leur dire que le week-end, vous vous reposez. Donc, même si vous envoyez des questions, vous n'allez pas répondre. Donc ça, il faut le dire dès le début. Parce que si vous leur dites pas, si vous leur dites pas que le week-end, le dimanche, vous n'allez pas répondre à leurs questions. Ils vous envoient des questions, vous ne leur répondez pas, vous dites pourquoi le professeur ne m'a pas répondu alors qu'il peut le voir. Donc il faut leur dire tout ça, hein, il faut expliciter tout ça. Donc c'est-à-dire dans le contrat didactique,
normalement, on essaie de voir ce qui est implicite et on l'explicite aussi. Hein. Donc, les objectifs de création d'un groupe, alors, et les horaires, si c'est des ateliers, on donne les horaires de cours. Comme en présentiel, je souligne ici, il est essentiel d'arriver à l'heure. Ce sont des exemples. Hein. On peut avoir des horaires de permanence aussi de l'enseignant, c'est-à-dire vous pouvez permettre à vos élèves, aux étudiants de vous écrire de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, les activités attendues, et aussi, important, les quelques règles de bonne conduite. C'est-à-dire, vous posez une question. Donc déjà, et après, donc, vous dites, voilà, vous allez devoir répondre un par un à cette question. Donc, ils attendent que tout le monde ait répondu pour répondre après, ou qu'ils répondent un par un. Donc, etc., etc. Donc, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain en ligne, mais il faut essayer de donner un cadre, des repères, comme en présentiel. Voilà. Parce que sinon, vous pouvez être débordé. Donc, c'est la gestion de classe en ligne est un peu plus complexe parce qu'elle est nouvelle, mais il faut bien cadrer votre cours et vos horaires. Je continue. Ouais, je vous donne un conseil pratique parce que j'ai vu que c'est très utile quand j'étais directeur des cours. C'est-à-dire que entre enseignants, par exemple, si vous êtes d'une même école et que vous travaillez en ligne, créez un groupe WhatsApp entre vous, entre enseignants. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'il disait en IT, c'était on se voyait aussi par Zoom ou par WhatsApp, par Zoom si on pouvait. C'était un peu comme la salle des profs. C'est-à-dire une salle de profs virtuelle en ligne. Ça peut être par WhatsApp, essentiellement par WhatsApp, ou des réunions Zoom. Alors, s'il y a un coordinateur dans votre école qui fasse des réunions Zoom, mais informelles, hein, pour se réunir et parler ensemble, donc ça peut être très utile. Hein, ne pas oublier ces contacts informels pour parler, échanger, etc. Et bien sûr, les meilleures idées viennent toujours des enseignants. C'est-à-dire, les enseignants, ils peuvent avoir des difficultés, ils peuvent les résoudre entre eux, ils écrivent sur WhatsApp. Donc, il ne faut pas oublier de partager entre vous, ne pas rester seul devant son cours en ligne. Ça peut être pas seulement pour parler, ça peut être aussi comme dans la salle des profs quand on prend son café. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça va bien? Tel élève? Comment ça se passe? Voilà. Ça peut être aussi ça, hein, des discussions informelles. On en a besoin. On a besoin de parler et de se détendre comme dans la salle des profs en prenant un café. Je continue. Voilà, alors pour résumer, bon, ça c'est un article que j'avais écrit dans le Français dans le Monde. J'ai parlé de l'enseignant multidimensionnel. C'est-à-dire on a 4 dimensions en fait qui changent via le numérique. C'est-à-dire la notion de temps-espace. Donc vous comprenez bien que le cours n'a plus lieu dans l'espace classe. Il peut avoir lieu donc en ligne depuis n'importe quel endroit. D'accord? Donc ça, maintenant pour tout le monde c'est clair à cause ou grâce au Covid, on va dire. La notion de privé-public. Auparavant, le cours, il était vraiment privé, c'est-à-dire ce que disait le prof dans sa classe, en général, n'était pas trop diffusé à l'extérieur. Aujourd'hui, avec le numérique, par exemple, si vous faites des blogs, etc., c'est diffusé dans le monde entier. Si vous faites les parents, quand vous donnez des cours, que les élèves sont chez eux, les parents sont sûrement derrière en train de regarder, donc vous n'êtes plus le parent ou l'oncle, etc., peuvent regarder ce que vous êtes en train de faire, donc ça, il faut en tenir compte. Les plateformes, c'est pareil, elles rendent visible la progression de l'enseignant grâce aux plateformes, donc l'élève regarde. Moi, comme je suis père aussi, je regarde la plateforme de ma fille, ce qu'elle fait, comment fonctionnent les élèves dans sa classe. Par exemple, quand il y a un Zoom avec un prof, ma fille me dit, tiens, regarde, c'est le prof de maths qui va nous faire donner le cours. Mais moi, j'y vais. Tu vas voir ton prof de maths, comment il fait son cours. Donc, je regarde. Ah non, c'est la prof de physique, je regarde. Donc, les parents sont là aussi. Donc, ça, c'est nouveau. Souvent, le parent, il rentrait pas dans la classe pour regarder la tête du prof. Ça s'est pas fait. Du maître au guide, quand vous comprenez, comme je disais tout à l'heure, si l'enseignant se contente de donner une information, de lire un texte, à quoi ça sert, je veux dire? Dans ce cas-là, le texte peut être lu tout seul à la maison par les élèves. Donc, l'enseignant devient un guide, un accompagnateur de l'apprentissage. Donc, il va construire, je répète, un dispositif d'apprentissage et accompagner ses élèves à travers ce dispositif. Donc, c'est le rôle de l'enseignant aujourd'hui.
Je sais que c'est pas simple, ça demande une réflexion en amont, etc. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Et ensuite, interconnexion et collaboration. Donc, grâce aux réseaux sociaux, etc., on peut plus facilement communiquer, interagir entre nous. Il y a les plateformes, il y a les forums, il y a les WhatsApp, etc. Il y a le Zoom que vous connaissez. Donc ici, on peut beaucoup plus facilement collaborer. Mais attention, pas seulement collaborer avec les enseignants de votre école. Collaborer avec les enseignants d'autres écoles. Collaborer avec les enseignants d'autres pays. Ça, c'est très intéressant. Voilà, ça on ne pouvait pas faire ça avant, c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est facile. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec d'autres enseignants d'autres pays. Là, c'est vraiment très intéressant. Donc, non seulement pour collaborer, mais aussi mutualiser vos connaissances et aussi, donc, peut-être co-construire un dispositif d'apprentissage. Voilà, la notion d'interconnexion ici avec le numérique est vraiment très forte. Je continue. Donc ça, c'est un livre que j'ai coécrit avec, David Cordina et Jérôme Brambert, qui a pour titre Pratique et projet numérique en classe de FLE. Donc pour ceux qui s'intéressent de creuser la question, on a mis en place des fiches par thème, avec des outils qu'on peut utiliser pour chaque fiche. Donc je passe là-dessus. Par exemple, ici, nous avons une fiche qui s'intitule Visiter ma ville. Voilà, donc là, ça va visiter ma ville en ce moment. Bon, ça va être assez. Bon, on va en sortir. On va pas vivre à l'époque Covid pendant 10 ans. Je pense pas. Donc là, ils pourront visiter la ville. Donc ils pourront ensuite, grâce à certains outils, ça on peut le faire et échanger avec leurs camarades. Donc des visites de ville. Et vous pouvez aussi travailler avec d'autres classes. C'est-à-dire vous demandez à une autre classe qui est en dehors du Brésil de faire la visite de la ville, de vous l'envoyer. Et vous faites de même de votre côté avec votre classe. Donc ça va être intéressant, même en ligne, même à distance. Ça peut être très, très, très intéressant pour tout le monde. Voilà. Je vais parler de Learning Apps, qui est un outil pour faire des exercices en ligne. Donc ça, de toute façon, vous aurez la présentation. Vous aurez accès. Edpuzzle, alors ça, c'est pour didactiser des vidéos en ligne. Donc je vous conseille, pour ceux qui s'intéressent, d'aller voir Edpuzzle. Alors, comme je dis toujours, quand vous faites du numérique, si vous vous intéressez par exemple au cinéma, commencez par le cinéma. Si vous vous intéressez à la peinture, faites des outils numériques liés à la peinture pour faire sur des retouches, etc., ou pour montrer des peintres, des vidéos de peintres. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas, sinon ça va se sentir, surtout quand vous commencez dans le numérique. Mais là, bon, maintenant, tout le monde y est, donc c'est plus un problème. Pixton, voilà, si vous aimez la BD, utilisez Pixton. Donc c'est très intéressant, Pixton, pour faire des BD en ligne. Voilà. Donc voilà, moi j'ai à peu près tout dit. Est-ce que je suis dans les temps? Oui, Marc, vous êtes parfaitement dans les temps. Non, je voulais pas, parce que je sais que écouter de cette manière-là, il faut avoir de la patience aussi. Voilà. Donc si j'ai un site aussi, donc vous pouvez le scanner et y accéder. Voilà. Donc s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup Marc pour cette présentation et tous ces bons conseils, ces applications dont vous nous avez parlé. C'était très intéressant. Sauf erreur de ma part, Valdemar, dis-moi si je me trompe, je n'ai pas vu de questions apparaître sur le chat. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus au sujet des questions. Quand je donne une formation, je dis toujours, vous savez quel est le meilleur moyen de ne pas avoir de questions? Enfin, probablement de ne pas avoir de questions. C'est de demander qui a des questions. Vous savez? Parce que vous donnez votre cours, ça c'est classique. Le professeur donne son cours. Vous avez des questions? En plus, c'est comme ça. Ça dépend aussi. Vous avez des questions? Enfin, tout le monde a compris? On continue. Vous avez des questions? Tout le monde a compris? On continue. Et j'avais même... C'est vrai, on dit souvent ça. J'avais au collège, on avait commencé le cours et le professeur avait commencé son cours en disant ceci. J'accepte toutes les questions à condition que ce soit des questions intelligentes. Je n'ai pas posé une seule question de l'année.
Parce que j'avais une question qui passait comme ça. Et après, j'avais l'autre question qui était, est-ce une question intelligente? Voilà. Oui, j'ai entendu que quelqu'un a pris la parole. Oui, Cornelia, c'est vous? C'est Anna-Sophia, oui, non? c'est moi. Ah. Anna-Sophia. Quelle est la meilleure méthode d'évaluer nos élèves en ligne, c'est-à-dire des méthodes d'évaluation en ligne? Alors, méthode d'évaluation en ligne. Alors, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez, avec quoi vous travaillez en ligne? Moi, à mon école, nous avons Google Classroom et Zoom. D'accord. Écoutez, vous avez Google Classroom et on peut envoyer des devoirs. Je sais qu'on peut envoyer des devoirs par Google Classroom. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes en ligne, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier tout ce qui était avant. C'est-à-dire, la majorité des choses vont fonctionner comme avant. C'est-à-dire, ils vont écrire, vous leur demandez, vous êtes professeur de français? Elle est professeure de français? Oui, j'ai entendu d'utiliser Google Doc ou Google Forms. Mais est-ce que vous enseignez le français, donc vous leur demandez par exemple un texte à écrire, c'est ça, par exemple? Oui, j'ai utilisé la méthode classique, c'est-à-dire je leur ai envoyé par email en test et Oui. maintenant je dois recevoir par email. Mais une méthode plus facile, une méthode plus rapide d'évaluer, c'est d'avoir l'évaluation créée par la plateforme directement, de ne pas rester des heures entières, de répondre à chaque test. Donc, une manière de Et ça dépend de ce que vous allez évaluer. Il y a des si c'est un texte qu'il faut écrire, hein, si vous demandez d'écrire un texte, donc quand même, la valeur ajoutée de l'enseignant ici, c'est la correction individualisée et d'avoir son opinion sur comment est écrit le texte. Ça, il ne faut pas oublier. travailler 3 fois de plus qu'avant, c'est-à-dire de passer des heures entières devant l'ordinateur et de ne pas faire d'autres choses. Donc, c'est passé. Mais quand vous demandiez un texte à écrire, vous aviez quoi? Vous aviez des feuilles, du papier qui vous donnaient, Oui. c'est ça? Oui, moi j'enseigne aux adolescents, donc je dois oublier les méthodes plus simples. Je dois faire cours à des méthodes plus modernes, plus rapides, parce qu'ils donc moi j'essaie de les motiver. Rien ne va remplacer le cerveau de l'enseignant. Hein. Oui. Ça c'est clair. Hein. Quand vous évaluez, si avant ils écrivent sur le papier, vous leur ramassez les papiers, et donc ça vous prenez du temps aussi de lire le texte, de le corriger, de donner votre avis, etc. Donc ça, c'est difficile de faire mieux. Hein. Après, sinon, il faut simplifier la demande. C'est-à-dire, vous allez faire des questions à choix multiples. Vous leur donnez un texte et vous dites vrai, faux peut-être, ou cocher il y a des évaluations comme ça, il faut cocher les bonnes réponses. Donc ça, c'est plus rapide. On va créer un test en ligne. Oui. Voilà, créer un test en ligne. Voilà. Alors là, c'est autre chose. Donc, voilà, je vais suivre des tutoriels sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on veut. Donc, créer un test en ligne. Vous avez des plateformes qui le font. Oui. Donc, il y a des plateformes qui font ça. Vous avez regardé le Learning Apps qui permet d'en faire aussi. J'ai essayé. Ça peut être utile pour vous. Mais là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est une autre production. Hein. C'est-à-dire la production écrite avec du texte. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir l'œil, le regard expert de l'enseignant et pour l'élève, c'est mieux. J'avais une enseignante, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle corrige le texte avec l'audio. C'est-à-dire, elle s'enregistrait et les élèves adoraient ça, ils écrivaient le texte et elle donnait son opinion avec de l'audio. Elle envoyait l'audio aux élèves au lieu de l'écrire à la main. Oui, un autre problème, ce sera de les convaincre d'ouvrir leur caméra. La caméra? Pour faire quoi? Pour faire du zoom? Oui, pour faire du zoom. C'est comme quand ils sont en classe, hein, on doit les voir. Hein. C'est ça. C'est des temps assez terribles. Oui, non, mais je suis d'accord. Nous devons faire face. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais bon, là, c'est nécessaire. Dire si vous ne les voyez pas, il faut les voir quand même. Il faut leur dire, c'est comme si vous veniez en classe, c'est pareil, je dois vous voir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Merci Cornelia pour votre réponse.
pour votre question et Marc pour la réponse plutôt. Il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues justement pour donner des petits conseils d'application. Il y a Ramon Fernando da Silva Rosa qui dit il y a Google Form, non, c'est l'examen qu'elle propose à plusieurs questions. Il y a également Raquel Ferreira qui dit moi j'utilise Google Doc. Donc, vous en parlez tout à l'heure, Marc, production écrite, cuisinière, grammaire, lexique, Vocaro ou Padlet pour la production orale. La Vigna Teixeira qui dit j'utilise des questionnaires dans la plateforme de mon institution. Je pense que sur Google Forms, c'est possible aussi. Il y avait d'autres questions. Google Forms, pardon, ça marche très bien. On avait fait un test à partir de Google Forms. Ça peut bien marcher. Il y a une autre question qui est apparue sur le chat au moment où Cornelia posait sa question oralement. Ça concernait la publication de votre livre, Marc, que vous avez coécrit. Attendez, je le reprends. Quelle est la date de publication de votre livre? Il est de 2018, je crois. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il est disponible en Argentine? C'est une question de Anna Sofia Cruz. Oui, ben, j'imagine que oui. Ça, c'est de clients internationaux. Normalement, ils sont en Argentine aussi. Hein. Oui. Oui. João Carlos répondait aussi Socrative a bien fonctionné avec mes élèves. Donc, ça concernait, je pense, la question de Cornelia sur l'évaluation. Oui. Il y a une autre question d'Adeline Artus-Cachard qui demande qu'est-ce que vous proposez comme tableau virtuel et interactif? Oui, en fait, comme tableau virtuel interactif, c'est le tableau en fait qu'on utilise en classe pour écrire, où l'on va à la fois incorporer des documents, où on va faire des prints et on va les calquer tout de suite sur le tableau, où les élèves aussi peuvent se connecter sur le tableau et écrire, enfin, que tout soit sur un seul document en fait, qu'à la fois le professeur écrive, intègre des documents pour préparer son cours et que les élèves, quand ils doivent répondre à des questions, quand ils doivent écrire, eh bien qu'ils puissent aussi se connecter sur ce tableau et intégrer leurs réponses directement sans passer par le Google Doc, par exemple. Moi, il y a un système que j'ai vu qui fonctionne bien, mais c'est avec les iPads. C'est avec l'Apple TV. C'est-à-dire, vous avez tout le monde. Ça marche bien, mais il faut avoir des moyens là-dessus parce que bon, c'est un iPad, c'est pas donné, mais ça peut être un projet d'école. Hein. L'enseignant, il a l'iPad, ça marche bien, il se déplace en classe, il écrit, tout ce qu'il fait, c'est projeté directement sur la télé. Et donc, il donne son cours avec l'iPad, il peut passer l'iPad à un élève, l'élève écrit, on va directement sur le tableau. Après, si l'école a beaucoup d'argent et un iPad pour chaque élève, j'ai vu ça. Hein. Et là, tout est projeté directement. C'est avec Apple TV. Donc, il y a d'autres systèmes qui ressemblent à Apple TV, peut-être pour Windows, mais je ne connais pas trop. Après, sur le chat, il y a eu d'autres suggestions aussi. Anna-Sofia Cruz-Colo parle de Jamboard, de Google. Élise Marchioni qui dit un outil numérique pour créer un tas de contenu Canva. Je viens d'éditer un journal de classe grâce à cet outil. Il y a des milliers d'idées exploitées. Soulaya Philibert Jamboard, qui reparle de cette application. Voilà, donc il y a d'autres suggestions sur le chat. Adeline, n'hésitez pas à regarder. Merci pour votre question, en tout cas. Padlet aussi. Padlet, c'est très bien. Maintenant, je pense que Padlet, on connaît maintenant. Un mur virtuel collaboratif. Oui, c'est une application assez connue, effectivement. Ouais. Je crois ne pas avoir vu d'autres questions sur le chat, mais en tout cas, il nous reste encore quelques petites minutes d'échange. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre la parole, n'hésitez pas à activer votre micro. Normalement, vous avez la possibilité de le faire. Je vous ai donné l'autorisation. Donc, n'hésitez pas à poser ou à faire une remarque à Marc, qui est encore là parmi nous. Donc, profitez-en. Comment? Une remarque à Marc, si vous en avez. Je vois que vous aimez bien les petites blagues, Marc, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Marc, je te pose une question. Tu penses, pardon, moi je tutoie. Vous pensez que les étudiants apprennent,
les étudiants apprennent vraiment avec ces cours en ligne. Parce que parfois, c'est ça ce que je me demande. J'ai fait beaucoup d'activités avec KU et beaucoup de quiz et tout ça, mais parfois, moi, je suis pas très sûre s'ils apprennent vraiment. Moi, chaque fois que je donne une activité, moi, je donne les sujets, je travaille très bien et après, je donne de production écrite à faire pour voir s'ils peuvent utiliser tout ce qu'on a appris. Mais parfois, moi, je me pose la question, c'est qu'ils apprennent vraiment ou non? Oui, votre question est très, très bien, parce que c'est une même question, vous la posez aussi en présentiel. Hein. C'est la même question. Est-ce qu'ils apprennent vraiment? Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez parlé de traces. Donc, il faut avoir des traces. C'est-à-dire une trace écrite, une production écrite. Ou bien vous pouvez aussi les faire travailler à plusieurs en ligne, même en dehors du cours. Et maintenant, vous en prenez 3, dites voilà, vous 3, vous allez travailler à distance sur ce thème et vous allez me rendre ça. Donc, c'est toujours l'histoire de. C'est en fait tout enseignant. Enfin, moi, je suis dans le fond, je suis aussi essentiellement enseignant. C'est toujours la question est-ce qu'ils apprennent vraiment? C'est comme là, le webinaire. Bon, ça c'est surtout le style conférence. Est-ce que ceux qui m'ont écouté ont retenu quelque chose de ce que j'ai dit? C'est une question que je me pose tout le temps. Donc là, pour être sûr à ce moment-là, je devrais donc continuer avec vous, peut-être qu'on continue à travailler ensemble sur ce que je viens de dire, etc. Qu'on fasse une activité, une production écrite ou qu'on échange là-dessus, pour être sûr. Mais cette question-là est toujours présente dans chaque enseignant et je crois qu'on doit se la poser tout le temps. Et en ligne, il ne faut pas oublier que ce que vous faites en ligne, par exemple, pour savoir comment ils apprennent en présentiel, s'il fallait des productions écrites en ligne, demandez des productions écrites. N'oubliez pas ce que vous faisiez en présentiel. C'est pas la pédagogie. La pédagogie, elle ressemble beaucoup. Hein, c'est un peu la même chose en ligne. C'est les outils qui changent, c'est les moyens qui changent. Vous comprenez? C'est vrai que on a tous envie d'être en direct, moi-même. Parce que quand on est en direct avec les élèves, on a plus d'intuition, on voit les élèves, on circule, c'est vrai que c'est autre chose. Mais en ligne, vous pouvez très bien, il y a les quiz en ligne, vous pouvez leur demander des productions écrites, vous pouvez leur demander des productions orales aussi, envoyer des messages audio, c'est possible en ligne. Oui, merci Anna et Marc pour ces suggestions. Emmanuel Voulgre réagissait sur le chat sur PowerPoint. J'ai vu un lien Pixton, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce une fonctionnalité gratuite? C'est gratuit, oui, c'est du gratuit. Attendez, je vérifie. Pixton, voilà, Free, Comic, oui, c'est gratuit. Oui. D'accord. Je mets le lien ici. Merci. Il y avait également une réaction à un moment donné sur le chat que j'ai omise de vous signaler oralement. C'était celle de Clarissa Laus Pereira Oliveira qui disait « Je suis d'accord, un des défis, c'est l'ouverture des caméras par les étudiants. » Ah oui. Ah ouais, mais je ne sais pas si… Moi, j'ai donné ma réponse. S'ils sont en cours, on doit les voir. C'est comme en présentiel, c'est pareil. C'est un cours. Hein. Dire là, ils sont présents, si on les voit, il faut poser. Justement, quand on parlait de contrat didactique numérique, vous pouvez ajouter ça, voilà. Dès le début, il faut le dire. C'est-à-dire, un cours, le cours, je considère que vous assistez au cours quand votre caméra est ouverte et que vous êtes présent de face devant la caméra. Voilà. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qu'il faut dire alors. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Il faut leur expliquer que si vous en classe, si vous étiez en classe, vous venez en classe, vous n'allez pas mettre un carton devant toi. Je vous vois, c'est pareil. Voilà. Merci Marc pour ce conseil. Emmanuel Voulgre écrit également, selon le public, il ne faut pas oublier l'autodétermination des objectifs d'apprentissage des apprenants. Détermination? L'autodétermination des objectifs d'apprentissage des apprenants. L'autodétermination? Oui. Est-ce qu'elle peut préciser?
Emmanuel, est-ce que vous pourriez activer votre micro, s'il vous plaît, et nous préciser votre remarque? Oui, bonjour. Donc, en Bonjour. fait, c'est que dans chaque cours qu'on fait, alors si on a des publics plutôt d'élèves, effectivement, c'est plutôt l'enseignant qui a des objectifs d'enseignement pour que les élèves apprennent. Mais dans certains cours, plus dans un webinaire comme celui-ci, par exemple, je pense qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre tout ce que l'enseignant souhaite qu'on apprenne. Et donc, du coup, on vient chercher certains éléments plus que d'autres. Et donc, c'est l'apprenant, celui qui assiste au webinaire, qui s'auto-détermine pour savoir ce qu'il a envie d'apprendre et retenir. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas, avec un webinaire comme ça, faire un contrôle Non, non, bien sûr. Non, mais ouais. Voilà, Webinaire, c'est pas un cours, c'est pas un cours, un webinaire. Hein. Tout à fait, voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est important aussi. Enfin, plus on monte, moi je suis enseignante à l'université, donc en master notamment, et donc plus on se détache du collège, du lycée, plus il faut amener les étudiants à avoir des objectifs personnels vers lesquels ils vont aller chercher des éléments complémentaires pour se former en complémentarité de ce que peut apporter l'enseignant et voir se détacher de certaines choses que l'enseignant peut apporter. Voilà, c'est ça que j'appelle l'autodétermination. D'accord, d'accord. Ça fait référence à l'autonomie de l'apprenant, en quelque sorte. Ah, bien sûr, oui, ça en fait partie. Qui deviennent autodidactes. Enfin, voilà, peut-être. Exactement. C'est apprendre à apprendre au-delà des formations et tout au long de la vie. Tout à fait. Si vous arrivez à former des autodidactes, alors là, c'est gagnant. Hein. C'est l'objectif, mais il n'arrive pas toujours. Non, mais c'est un objectif, je pense, qui est très important, parce que comme les savoirs changent, changent tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est autre. Voilà, et dans le numérique, encore plus, quoi. Enfin, il me semble. Et là, Marcel Lebrun, que j'ai cité tout à l'heure, il disait qu'une des compétences maintenant qu'il faut souligner, c'est le savoir où et quand. Savoir où et quand. C'est très important. Par exemple, un exemple tout bête avec le GPS. Quand vous savez, on a tous maintenant, on gagne beaucoup de temps avec ça. C'est-à-dire, quand je vais en ville, je ne sais pas où se trouve la rue, telle rue. Avant, on avait des cartes et tout. On cherchait, on se disputait, ça crée des divorces aussi, etc. Aujourd'hui, on a l'application. On met où on doit utiliser cette application? En ville, quand? Mais quand je suis perdu. Voilà. Donc, on a l'application, pas besoin de connaître toute la carte, de savoir, même plus la peine de savoir où se trouve le nord et le sud. On suit. Donc ça, et on gagne du temps et de l'énergie. Voilà, ça a été un exemple. Avec la compétence, savoir où et quand. Mais c'est vrai que former des autodidactes, moi je suis entièrement d'accord. Mais c'est à l'enseignant de construire un dispositif d'apprentissage qui amène les étudiants à devenir autodidactes. Donc là, c'est très fort. Un vrai défi. Un vrai défi, oui. Oui, c'est un défi, surtout que les apprenants, enfin, à l'université, ne sont pas forcément prêts à le faire. Ça perturbe, hein, quand on leur dit, c'est à vous de choisir ce que vous avez à apprendre dans le cours, ça les perturbe. Parce qu'ils n'ont pas du tout la culture. Oui. Non, je suis entièrement d'accord. Et après, moi, j'avais une autre question, enfin, par rapport au fait d'avoir la caméra pour tout le monde. Bon, c'est vrai que quand je me suis inscrite, j'ai vu qu'il fallait ça si on voulait avoir le certificat. Par contre, sur mon université, on n'a pas de contrat avec les étudiants et en plus, beaucoup d'étudiants n'ont pas forcément de caméra. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est légal dans chaque pays, en fait, ou dans chaque institution d'obliger à mettre la caméra. Et ça c'est vrai que c'est un problème. Hein. C'est une vraie question. Comme je le répète, vous allez assister, vous allez dans une salle pour écouter l'enseignant, il faut que vous soyez présent qu'on vous voit. C'est pareil. Enfin, je donne ce parallèle. Voilà, moi j'entends votre conseil en tout cas. Je trouve que c'est très intéressant. Mais voilà, je pense que quand on assiste à un cours en présentiel, on vient, on s'installe, on est vu, on se voit, etc. C'est aussi, on va dire, du savoir-vivre, entre guillemets. Hein. Moi, je me montre. Et j'aimerais bien savoir aussi qui me regarde, qui me voit.
moi, en échange, moi, je me montre, mais je veux bien aussi savoir qui me voit. Ça m'intéresse. Vous comprenez? Je veux pas parler par exemple, là, on m'aurait dit, Marc, vous allez voir personne, ils vont tous avoir un cadre noir. Je dis, ben, désolé, mais c'est bizarre quand même. C'est un échange. Il y a Clarissa justement qui rebondit sur le chat en disant je suis d'accord que ça devrait être pas. Je suis d'accord avec vous. Non, pardon, c'est pas Clarissa, c'est Élise en premier. Marchioni, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est flou juridiquement. Ça, je sais pas. Moi, je parle en tant que pédagogue et je mets dans la posture de l'enseignant, de celui qui voit ses élèves ou ses étudiants, ses apprenants, comme vous voulez, durant son cours. Oui, bien sûr. Et Clarissa qui dit je suis d'accord que ça devrait être pareil, c'est-à-dire que le professeur active sa caméra et que l'apprenant le fasse en retour, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Ah oui. Après, c'est vrai que je pense que ça dépend aussi peut-être du pays, culturellement. Enfin, là, Emmanuel, dans votre cas, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, si vous vous enseignez en France. Je suis en France, à l'Université de Paris, Descartes avant en Paris, mais en fait, il y a le problème de la trace, de l'image, et donc et puis il y a le problème de vraiment l'étudiant qui n'est pas équipé, ou même, même quand on fait des réunions entre enseignants, il y a des enseignants qui refusent d'allumer leur caméra, et puis après il y a des prétextes de je suis dans un espace où il n'y a pas un flux d'Internet suffisant pour que tout le monde puisse avoir la caméra, et donc du coup on coupe les caméras pour n'avoir que le son et pour que ça passe mieux. Voilà. Zoom. Oui, ça peut être un frein technique. Ça, c'est compréhensible. Dans ce cas-là, comment ils mettent leurs photos? Moi, je ne sais pas. Il peut y avoir des freins techniques, là, ça c'est vrai. Non, je pense que c'est plus complexe que… Voilà. Oui, et puis après… Je suis d'accord sur le front, mais après, c'est vrai que… Après, il faut préciser. Là, par exemple, on m'a dit oui, ça va être enregistré, diffusé. Bon, j'ai donné mon accord. Donc, c'est pas pareil quand on sait que ça va être diffusé après ou quand c'est gardé en privé. Donc, par exemple, quand vous faites des réunions, il faut que tout le monde, même signer une charte. Les réunions privées restent privées. Elles ne seront jamais enregistrées ni diffusées dans les réseaux. Et les gens signent. Si cette crainte-là existe. Donc, vous pouvez faire ça. Le contrat didactique, c'est numérique, c'est une charte. Hein. Donc voilà, ça c'est bien dans le conscient pour après donc le marquer noir sur blanc. Je pense. C'est vrai que c'est une bonne idée de l'inclure dans le contrat, je trouve. Oui, moi je pense aussi. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, d'usage, d'utilisation de la trace de la vidéo. Oui, moi je comprends cette crainte, hein, je la comprends. Donc dans ce cas-là, voilà, écrivez une charte à propos des réunions, durant les réunions, donc nous certifions, etc., que cette réunion restera privée, non diffusable sur les réseaux, qu'elle sera effacée après la réunion. Voilà. Ça va venir, je pense que ça va venir aussi. Paola Marquez, justement, rebondit sur ce sujet-là en disant dans la réalité virtuelle, il implique la question de l'environnement et des questions morales et techniques de l'apprenant. La question de l'inclusion, c'est un défi pour tous. Effectivement. C'est vrai. Je voudrais parler. Adriana. Merci. Non, je voulais juste partager une expérience. Et je sais que, par exemple, là, nous sommes dans les rendez-vous de la coopération éducative pour les professeurs, pour les enseignants, et nous faisons aussi des ateliers et une programmation diverse pour les élèves dans le milieu scolaire. Et voilà, et on se retrouve, oui, on démarre l'atelier, animé par bien animé, bien monté, etc. Et on demande aux élèves d'allumer les caméras. Impossible. Impossible, des ados. Parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les adolescents parce que, et voilà. Impossible de faire allumer les caméras si on demande. Par contre, lorsque l'atelier devient intéressant, parce que là, ça se fait sur Zoom, bien sûr, lorsque l'atelier devient intéressant, voilà, ils allument.
Mais c'est incroyable. Et c'est là où, là, je reviens un peu par rapport à ce contrat. Le contrat, quand on parle des contrats pédagogiques, souvent, il n'est pas explicite, il est plutôt implicite. Oui, d'accord. Ça, c'est, voilà. Ça devient l'implicite. C'est-à-dire, oui, on leur demande, oui, pour participer à cet atelier, il faudrait allumer les caméras. Sinon, c'est impossible. Eh ben, il n'y a rien à faire. Ils sont pas devant la classe. Ils allument. Mais au fur et à mesure que ça avance, c'est incroyable comment ils commencent à participer. Mais c'est toute une histoire de motivation. C'est tout. C'est tout. L'activité les intéresse, ils allument. Donc voilà, je voulais juste partager cette expérience. Merci Adriana. C'est vrai que j'ai été là aussi pour l'atelier et c'était assez intéressant justement au départ, cette évolution, cette réticence et puis petit à petit le mur est tombé. C'est vrai que c'était assez intéressant de le voir. Intéressant. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces remarques, ces questions au fur et à mesure de cet échange. Je n'ai pas vu d'autres commentaires, questions sur le chat, donc je crois que l'on va se quitter, si cela vous va pour aujourd'hui seulement. Juste avant que l'on se quitte, je tiens à vous rappeler le webinaire de la semaine prochaine. Ce sera donc le webinaire 30 qui aura lieu le mercredi 11 novembre à 15h, heure de Brasilia. Et ce webinaire sera animé par Angélica Duque, qui est professeure à l'université d'Antioquia et à l'université ETSI de Medellín. Elle nous parlera des BD, des fanzinas en classe de langue culture. Valdemar a partagé d'ailleurs la programmation du mois de novembre, comme le surlignait Adriana, qui est donc thématique. N'hésitez pas à regarder le chat au moment où je vous parle. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas également à aller sur IEF Brésil. Il y a la programmation un peu plus détaillée avec le résumé de chaque intervention. Merci Marc Odon pour cette intervention, qui était très intéressant et qui a suscité beaucoup de réactions. Et merci à toutes et tous encore une fois pour votre participation du jour. On espère vous retrouver tout aussi nombreux la semaine prochaine et on se retrouve en attendant sur IFPRO Brésil. Bonne fin de journée, bonne soirée à vous pour celles et ceux qui sont en France ou en Espagne ou ailleurs. Au revoir, à bientôt.